Chapitre 22. Alexis Alexandrovitch avait oublié la comtesse Lydie Ivanovna, mais elle ne l'avait pas oublié. À cet instant précis de désespoir solitaire, elle vint le voir et entra dans son cabinet sans se faire annoncer. Elle le trouva assis à son bureau, la tête entre ses mains. « J'ai forcé la consigne, dit-elle, en entrant d'un pas rapide, essoufflée par la marche et par l'émotion. Je sais tout, Alexis Alexandrovitch, mon ami, reprit-elle, en pressant sa main dans les siennes et en posant sur lui ses beaux yeux pensifs. Alexis Alexandrovitch se força en fronçant les sourcils, dégagea sa main et lui avança une chaise. « Voulez-vous vous asseoir, comtesse ? Je ne reçois pas parce que je suis souffrant, dit-il, et ses lèvres se mirent à trembler. Mon ami, répéta la comtesse Lydie Ivanovna, sans le quitter des yeux, et soudain ses sourcils se levèrent en dessinant un triangle sur son front. Son visage jaune en fut encore enlaidi. Mais Alexis Alexandrovitch sentit qu'elle le plaignait et qu'elle était prête à pleurer, et l'attendrissement le gagna. Il saisit sa main potelée et la baisa. « Mon ami, dit-elle, d'une voix coupée par l'émotion, vous ne devez pas vous abandonner au chagrin. Votre malheur est grand, mais il faut que vous trouviez une consolation. Je suis anéanti, brisé. Je ne suis plus un homme, dit Alexis Alexandrovitch, en lâchant sa main, mais en continuant à fixer ses yeux pleins de larmes. Ma situation a ceci d'affreux, que je ne trouve nulle part un point d'appui, pas même en moi. Vous trouverez cet appui. Ne le cherchez pas en moi, quoique je vous prie de croire à mon amitié, dit-elle avec un soupir. Notre appui est l'amour, cet amour qu'il nous a légué. Son fardeau est léger, dit-elle, avec ce regard exalté qu'Alexis Alexandrovitch connaissait si bien. Il vous soutiendra et vous secourra. Quoique ces paroles laissassent voir de l'attendrissement devant ces sentiments élevés, et révélassent la nouvelle tendance mystique récemment répandue à Pétersbourg, et qu'Alexis Alexandrovitch réprouvait, ces propos lui furent agréables à entendre en ce moment. Je suis faible, je suis confondu. Je n'avais rien prévu et je ne comprends rien. Mon ami, répéta la comtesse Lydie Ivanovna, ce n'est pas la perte que je subis, que je pleure, reprit Alexis Alexandrovitch. Et je ne peux pas ne pas éprouver de la honte de la situation où je me trouve. C'est mal, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce n'est pas vous qui avez fait le geste de pardon sublime que tous admirent comme moi, mais celui qui habite dans votre cœur, dit la comtesse Lydie Ivanovna en levant les yeux au ciel d'un air extasié. Aussi, ne devez-vous pas en avoir honte ? Alexis Alexandrovitch fronça les sourcils et, pliant ses doigts, il se mit à faire craquer ses jointures. « Il faut connaître tous les détails, dit-il d'une voix fluette. Les forces de l'homme ont des limites, comtesse, et j'ai trouvé la limite des miennes. Toute la journée, j'ai dû prendre des dispositions découlant, il appuya sur le mot découlant, de ma nouvelle situation. Les domestiques, la gouvernante, les comptes, ces mesquineries m'ont dévoré à petit feu. Je n'ai pas eu la force de les supporter. Pendant le dîner, hier, j'ai failli quitter la table. Je ne pouvais supporter le regard de mon fils. Il ne me demandait pas la signification de tout cela.
mais il aurait voulu me questionner, et je ne pouvais supporter son regard. Il n'osait pas me regarder, et ce n'est pas là le pire. Alexis Alexandrovitch voulut parler de la facture qu'on lui avait apportée, mais sa voix se mit à trembler, et il s'arrêta. Il ne pouvait songer à cette facture sur papier bleu pour un chapeau et des rubans, sans être rempli de pitié pour lui-même. « Je comprends, mon ami, » dit la comtesse Lydie Ivanovna. « Je comprends tout. Ce n'est pas en moi que vous trouverez l'aide et le réconfort, mais je suis venu cependant pour vous aider, si je le peux. Si je pouvais vous délivrer de ces soucis mesquins et humiliants. Je vois qu'il faut ici une main de femme. Me faites-vous confiance ?» Alexis Alexandrovitch lui serra la main sans mot dire, d'un air reconnaissant. « Nous nous occuperons tous deux de Serge. Je n'entends rien aux affaires pratiques, mais je m'y mettrai. Je serai votre gouvernante. Ne me remerciez pas. Je ne fais pas cela de moi-même. Je ne peux pas ne pas vous remercier. Mais mon ami, ne vous laissez pas aller à ce sentiment dont vous m'avez parlé. La honte de ce qu'il y a de plus sublime dans le chrétien. Celui qui s'abaisse sera élevé. Aussi, ce n'est pas moi que vous devez remercier, mais lui. Et il faut lui demander son assistance. En lui seul, nous trouverons la paix, la consolation, le salut et l'amour, dit-elle. Et, levant les yeux au ciel, elle commença à prier, comme le comprit Alexis Alexandrovitch à son silence. Alexis Alexandrovitch l'écoutait maintenant, et ses expressions, qui auparavant lui semblaient sinon déplaisantes, du moins superflues, lui paraissaient maintenant simples et réconfortantes. Alexis Alexandrovitch n'aimait pas ce nouvel esprit d'exaltation. Il était croyant et s'intéressait à la religion, surtout au point de vue politique. Les nouveaux enseignements qui se permettaient de nouvelles interprétations et ouvraient la porte à la discussion et à l'analyse lui étaient, par principe, antipathiques. Il avait jadis témoigné de la froideur et de l'hostilité à ce nouvel enseignement et à la comtesse Lydie Ivanovna qui s'en était engouée. Jamais il ne discutait, mais il opposait à ses invités un silence prudent. Pour la première fois aujourd'hui, il écoutait ces paroles avec plaisir, et ne leur trouvait pas de riposte au-dedans de lui-même. « Je vous suis très reconnaissant de votre démarche et de vos paroles, » lui dit-il, lorsqu'elle eut fini de prier. La comtesse Lydie Ivanovna pressa encore une fois ses deux mains de son ami. « Maintenant, je vais me mettre à l'ouvrage, » dit-elle en souriant, après un silence et en essuyant sur son visage les traces de larmes. « Je vais aller trouver Serge. Je ne m'adresserai à vous que dans les cas extrêmes. » Elle se leva et sortit. La comtesse Lydie Ivanovna se rendit dans l'appartement de Serge, et là, en arrosant de ses larmes les joues de l'enfant épouvanté, elle lui dit que son père était un saint et que sa mère était morte. La comtesse Lydie Ivanovna tint sa promesse. Elle se chargea effectivement de la direction du ménage d'Alexis Alexandrovitch. Mais elle n'avait pas exagéré en disant qu'elle n'entendait rien à la vie pratique. Il fallait modifier ses ordres, impossible à exécuter. Et ce fut Corneille, le valet de chambre d'Alexis Alexandrovitch, qui prit cela sur lui. Imperceptiblement, la direction de la maison passa entre ses mains. Il faisait un rapport circonspect à son maître en l'habillant. Mais l'aide de Lydie Ivanovna fut malgré tout au plus haut point effective. Son affection et son estime furent pour Alexis Alexandrovitch un soutien moral et surtout, à sa grande consolation, elle parvint presque à le convertir. Du moins,
De croyant tiède et indifférent, elle en fit un adepte fervent de la nouvelle interprétation de l'enseignement chrétien qui s'était répandu ces derniers temps à Pétersbourg. Alexis Alexandrovitch n'eut pas de mal à admettre cette interprétation. Comme Lydie Ivanovna, et comme les gens qui partageaient sa manière de voir, Alexis Alexandrovitch était totalement dépourvu de profondeur d'imagination, de cette faculté intérieure grâce à laquelle les représentations provoquées par l'imagination deviennent si réelles qu'elles exigent une correspondance avec les autres représentations et avec la réalité. Il ne voyait rien d'impossible, ni d'absurde, à ce que la mort existât pour les incroyants, et non pour lui. À ce que le péché fût exclu de son âme, parce qu'il possédait une foi entière, dont il était le seul juge, et dès cette vie, il était convaincu d'être sauvé. Il est vrai qu'il sentait parfois la légèreté et la fragilité de cette doctrine, et il savait que, lorsque, sans penser du tout que le pardon était l'action d'une force supérieure, il s'était abandonné d'instinct à ce sentiment, il avait éprouvé plus de bonheur que lorsque, comme maintenant, il pensait à toute heure du jour que le Christ habitait son âme, et qu'en signant des papiers, il accomplissait sa volonté. Mais pour Alexis Alexandrovitch, il était indispensable de penser ainsi. Il lui était tellement indispensable dans son humiliation de posséder cette grandeur, fût-elle imaginaire, qui lui permettait, méprisé de tous, de mépriser les autres, qu'il s'accrochait à cette prétendue planche de salut. Chapitre 23. La comtesse Lydie Ivanovna, jeune fille fort exaltée, avait été mariée trop tôt à un libertin fameux, fort riche, très débauché, brave homme au demeurant. Un mois après le mariage, il l'abandonna et ne répondit à ses démonstrations exaltées de tendresse que par l'ironie et même une hostilité que les gens qui connaissaient le bon cœur du comte et ne voyaient aucun défaut dans l'enthousiaste Lydie ne purent nullement expliquer. Depuis ce temps, quoiqu'ils ne fussent pas divorcés, ils vivaient chacun de leur côté, et lorsque le mari rencontrait sa femme, il s'adressait invariablement à elle avec cette ironie sarcastique dont on ne pouvait comprendre la cause. La comtesse Lydie Ivanovna avait déjà cessé depuis longtemps d'être amoureuse de son mari, mais depuis lors, elle avait toujours été amoureuse de quelqu'un. Elle avait été amoureuse de plusieurs personnes à la fois, hommes et femmes. Elle s'était éprise de presque tous les gens qui, d'une façon ou de l'autre, sortaient de l'ordinaire, de tous les princes et princesses qui s'étaient alliés à la famille impériale, d'un métropolite, d'un vicaire général, d'un prêtre, d'un journaliste, de 3 slavophiles de Komissarov, d'un ministre, d'un médecin, d'un missionnaire anglais et de Karénine. Tous ces amours, tantôt tièdes, tantôt violentes, ne l'empêchaient pas de garder les relations les plus étendues et les plus complexes à la cour et dans le monde. Mais depuis qu'elle avait pris Karénine sous son aile après le malheur qui l'avait atteint, et depuis qu'elle consacrait ses efforts à la maison de Karénine, soucieuse de son bien-être, elle sentait que toutes ses autres amours avaient été illusoires, et qu'elle n'était réellement amoureuse que du seul Karénine. Le sentiment qu'elle éprouvait maintenant pour lui semblait plus puissant que tous les sentiments qu'elle avait éprouvés jadis. En analysant son amour et en le comparant à ceux qui avaient précédé, elle voyait clairement qu'elle n'aurait pas été amoureuse de Komissarov s'il n'avait sauvé la vie du tsar, qu'elle n'aurait pas été amoureuse
de Ristich Kudishti, sans le slavophilisme, mais qu'elle aimait Karénine pour lui-même, pour son âme sublime et incomprise, pour le son grêle de sa voix qui lui était agréable, pour ses intonations traînantes, son regard fatigué, son caractère et ses douces mains blanches aux veines gonflées. Non seulement elle éprouvait du plaisir à le rencontrer, mais elle cherchait à lire sur son visage l'impression qu'elle produisait sur lui. Elle désirait lui plaire, non seulement par ses propos, mais par toute sa personne. Pour lui, elle prenait plus de soin que jamais de sa toilette. Elle rêvait à ce qui aurait pu être si elle n'avait pas été mariée, et s'il avait été libre. Elle rougissait d'émotion lorsqu'il entrait dans la pièce où elle se trouvait. Elle ne pouvait réprimer un sourire ravi lorsqu'il lui disait quelque amabilité. Depuis quelques jours déjà, la comtesse Lydie Ivanovna était en proie à un grand trouble. Elle avait appris qu'Anna et Vronsky se trouvaient à Pétersbourg. Il fallait éviter à Alexis Alexandrovitch une entrevue avec elle. Il fallait même lui laisser ignorer que cette horrible femme se trouvait dans la même ville que lui, et qu'il était exposé à tout instant à la rencontrer. Par ses amis, Lydie Ivanovna s'était enquise des intentions de ces vilains gens, comme elle appelait Anna et Vronsky, et elle s'efforçait de diriger chacun des mouvements de son ami, de façon à ce qu'il ne pût pas les rencontrer. Le jeune aide de camp, ami de Vronsky, qui l'avait renseigné et qui espérait recevoir par son entremise une concession, lui avait dit qu'ils avaient réglé leurs affaires et partaient le lendemain. Lydie Ivanovna commençait à se tranquilliser lorsque le matin suivant, on lui apporta un billet dont elle reconnut l'écriture avec effroi. C'était celle d'Anna Karénine. L'enveloppe était d'un papier épais comme de l'écorce. Sur la feuille jaune oblongue s'étalait un immense monogramme et un parfum délicieux s'en dégageait. Qui a apporté cela ? Un commissaire de l'hôtel. Pendant un long moment, la comtesse Lydie Ivanovna ne put s'asseoir pour lire la lettre. L'émotion lui donna une crise d'asthme, elle y était sujette. Lorsqu'elle se fut calmée, elle lut la lettre suivante, écrite en français. Madame la comtesse, les sentiments chrétiens qui remplissent votre cœur me donnent l'audace, impardonnable, je le sens, de vous écrire. Je souffre d'être séparé de mon fils. Je vous supplie de me permettre de le voir une fois avant mon départ. Pardonnez-moi de vous rappeler mon existence. Si je m'adresse à vous et non à Alexis Alexandrovitch, c'est uniquement parce que je ne veux pas le faire souffrir. Cet homme généreux, en me rappelant à son souvenir. Connaissant votre amitié pour lui, je suis sûr que vous comprendrez. Enverrez-vous Serge ? Devrais-je venir à la maison à une heure fixée, ou me ferez-vous savoir quand et où je puis voir mon fils au dehors ? Je n'envisage pas un refus, connaissant la magnanimité de celui dont cela dépend. Vous ne pouvez imaginer la soif que j'ai de voir mon fils, ni, par conséquent, la reconnaissance que m'inspirera l'assistance que vous voudrez bien me prêter. Anna. Tout dans cette lettre irrita la comtesse Lydie Ivanovna. Et le contenu, et l'allusion à la magnanimité, et surtout le ton qui lui sembla dégager. Dis qu'il n'y aura pas de réponse, dit la comtesse Lydie Ivanovna, et aussitôt elle ouvrit son buvard et écrivit à Alexis Alexandrovitch qu'elle espérait le voir à 1 heure au palais, à la présentation des vœux. Il faut que je vous entretienne d'une triste et importante affaire. Nous conviendrons de l'endroit. Le mieux serait chez moi, où je vous ferai préparer votre thé. C'est indispensable. Il donne la croix, mais il donne aussi la force de la porter. Ajouta-t-elle,
pour le préparer. La comtesse Lydie Ivanovna écrivait ordinairement 2 et 3 billets par jour à Alexis Alexandrovitch. Elle aimait cette façon de communiquer, qui donnait de l'élégance et du mystère à leur rapport personnel, qui en manquait par ailleurs. Chapitre 24. La cérémonie avait pris fin. Ceux qui s'en allaient s'entretenaient des dernières nouvelles du jour, récompenses et mutations. Et si la comtesse Marie Borisovna était nommée ministre de la guerre, et la princesse Vatvosky, chef de l'état-major, disait un petit vieillard en uniforme brodé, à une grande et belle demoiselle d'honneur, qui l'interrogeait sur les récentes nominations. « Et moi, aide de camp ?» répondit la demoiselle d'honneur en souriant. « Vous êtes déjà ministre des cultes, avec Karénine comme secrétaire d'État. »« Bonjour, prince, » dit le petit vieillard, en serrant la main d'un personnage qui s'était approché de lui. « Que disiez-vous de Karénine » dit le prince. « Lui et Poutiatov ont reçu l'ordre d'Alexandre Nevsky. »« Je croyais qu'il l'avait déjà. »« Non, regardez-le, » dit le petit vieillard, en désignant de son bicorne brodé Karénine, debout dans l'embrasure d'une porte, qui s'entretenait avec un des membres influents du Conseil d'État. Il portait en bandoulière sur son uniforme de cour un ruban rouge tout neuf. Heureux et content comme un sous-neuf, ajouta-t-il, en s'arrêtant pour serrer la main à un chambellan de carrure athlétique. Non, il a vieilli, dit le chambellan. Les soucis. Il passe son temps à rédiger des projets. En ce moment, il ne lâchera pas son malheureux interlocuteur avant de lui avoir tout exposé point par point. Il n'a pas vieilli. Il fait des passions. Je pense que la comtesse Lydie Ivanovna doit être maintenant jalouse de sa femme. Ah, ne dites pas de mal de la comtesse Lydie Ivanovna, je vous en prie. Est-ce mal d'être amoureuse de Karénine ? Est-il vrai que Madame Karénine soit ici ? Pas ici, au palais, mais à Pétersbourg. Je l'ai rencontrée hier avec Alexis Vronsky, bras dessus, bras dessous, dans la Morskaya. C'est un homme qui n'a pas... commença le chambellan. Mais il s'arrêta pour s'effacer devant une personne de la famille impériale et la saluer au passage. Tandis qu'on parlait ainsi d'Alexis Alexandrovitch, en le critiquant et en se moquant de lui, il barrait le chemin du membre du Conseil d'État et, sans s'interrompre un instant pour ne pas le laisser échapper, lui exposait point par point son projet financier. Presque au moment où sa femme avait quitté Alexis Alexandrovitch, il avait été atteint par un événement particulièrement pénible pour un fonctionnaire, l'interruption de la marche ascendante de sa carrière. Tous s'en apercevaient clairement, mais Karénine lui-même ne se rendait pas encore bien compte que sa carrière avait pris fin. Était-ce de s'être heurté à Stremov ? Était-ce son malheur ou simplement le fait d'avoir atteint la limite qui lui était fixée ? Toujours est-il qu'il paraissait évident à tout le monde, cette année-là, que sa carrière était terminée. Il occupait encore un poste important, était membre de plusieurs commissions et comités, mais il avait fait son temps, et on n'attendait plus rien de lui. Quoi qu'il dît, quoi qu'il proposât, on l'écoutait comme si ce qu'il proposait était archi-connu et périmé. Mais Alexis Alexandrovitch ne s'en apercevait pas. Au contraire, maintenant qu'il était écarté de la précipitation directe au gouvernement,
Il voyait plus nettement que jamais les défauts et les erreurs des autres, et, et estimait de son devoir d'indiquer les moyens d'y remédier. Peu de temps après le départ d'Anna, il avait commencé à écrire sur les nouveaux tribunaux le premier d'une série innombrable de mémoires parfaitement inutiles qu'on l'avait chargé de composer sur toutes les branches de l'administration. Alexis Alexandrovitch non seulement ne remarqua pas cette déchéance et ne s'en offusqua pas, mais il était plus que jamais satisfait de son activité. Celui qui a une femme songe au bien de ce monde. Celui qui n'en a pas s'inquiète de plaire au Seigneur, dit l'apôtre Paul. Alexis Alexandrovitch, qui, en toute occasion, s'en rapportait désormais à la Sainte Écriture, se répétait souvent cette phrase. Il lui semblait que, depuis que sa femme l'avait quitté, il servait mieux le Seigneur avec ses fameux projets qu'autrefois. L'impatience visible du membre du Conseil d'État qui désirait prendre congé de lui ne troublait pas Alexis Alexandrovitch. Il n'interrompit son passé que lorsque son interlocuteur mit à profit le passage d'une personne de la famille impériale pour lui échapper. Demeuré seul, Alexis Alexandrovitch baissa la tête, en rassemblant ses pensées. Puis il jeta un regard distrait autour de lui et se dirigea vers la porte où il espérait rencontrer la comtesse Lydie Ivanovna. Comme ils sont tous vigoureux et bien portants, songea Alexis Alexandrovitch, en regardant le puissant chambellan aux favoris peignés et parfumés, et à la nuque rouge du prince sanglé dans son uniforme, à côté desquels il lui fallait passer. Ce n'est pas sans raison qu'on dit que tout dans ce monde est mensonge, pensa-t-il, en jetant encore un regard de côté au mollet du chambellan. Avançant sans hâte, Alexis Alexandrovitch s'inclina avec son air digne et fatigué devant ces messieurs qui parlaient de lui. Puis il regarda la porte, cherchant des yeux la comtesse Lydie Ivanovna. « Ah, Alexis Alexandrovitch !» dit le petit vieillard, avec un éclat mauvais dans les yeux, au moment où Karénine arrivait à sa hauteur, et le saluait avec froideur. « Je ne vous ai pas encore félicité, » lui dit-il, en désignant le ruban nouvellement reçu. « Merci, » répondit Alexis Alexandrovitch. « Quel beau temps !» ajouta-t-il, en insistant, selon son habitude, sur le mot « beau ». Il savait qu'il se moquait de lui, mais il n'attendait que de l'hostilité. Il y était habitué. Lorsqu'il aperçut les épaules jaunes de la comtesse Lydie Ivanovna qui sortait de son corset, et ses beaux yeux pensifs qui l'appelaient, Alexis Alexandrovitch sourit en découvrant ses dents blanches et s'approcha d'elle. La toilette de Lydie Ivanovna lui avait causé beaucoup de soucis, de même que toutes ses toilettes ces derniers temps. Le but de cette parure était à l'opposé de celui qu'elle avait poursuivi 30 ans plus tôt. Alors, elle désirait s'embellir le plus possible. Maintenant, au contraire, sa parure était en tel désaccord avec son âge et sa silhouette qu'elle n'avait plus qu'un seul souci: atténuer ce contraste entre sa mise et son apparence. Pour ce qui était d'Alexis Alexandrovitch, elle avait atteint son but et lui paraissait charmante. Pour lui, elle était l'unique îlot non seulement de bienveillance, mais d'amour dans cette mer d'hostilité et d'ironie qui l'entourait. Tandis qu'il passait devant une haie de regards moqueurs, il était invinciblement attiré par son regard aimant, comme une plante par la lumière. « Je vous félicite, » lui dit-elle, en lui désignant des yeux le ruban. Réprimant un sourire de satisfaction, il haussa les épaules, en fermant les yeux comme pour dire que cela ne pouvait lui faire aucun plaisir. La comtesse Lydie Ivanovna savait fort bien que c'était au contraire une de ses plus grandes joies,
mais qu'il ne l'avouerait jamais. « Comment va notre ange ?» demanda-t-elle, faisant allusion à Serge. « Je ne peux dire que je sois pleinement satisfait de lui, » dit Alexis Alexandrovitch en levant les sourcils et en ouvrant les yeux. Et Sitnikov non plus n'est pas content de lui. Sitnikov était le pédagogue à qui avait été confiée l'éducation de Serge. Ainsi que je vous l'ai dit, il témoigne d'une certaine froideur à l'égard des problèmes essentiels qui devraient toucher l'âme de tout homme et de tout enfant, fit Alexis Alexandrovitch, commençant à exposer ses idées sur le seul sujet qui l'intéressa en dehors de son métier, l'éducation de son fils. Lorsqu'Alexis Alexandrovitch, avec l'aide de Lydie Ivanovna, reprit sa vie et son activité, il sentit la nécessité de s'occuper de l'éducation de son fils. Ne s'étant jamais intéressé auparavant à cette question, il consacra quelque temps à l'étude théorique du sujet. Après avoir lu quelques livres d'anthropologie, de pédagogie et de didactique, Alexis Alexandrovitch se fit un plan d'éducation et convia le meilleur pédagogue de Pétersbourg à le réaliser. Cette question le préoccupait constamment. Oui, mais son cœur. Je vois en lui le cœur de son père, et avec un cœur pareil, un enfant ne peut pas être mauvais, dit Lydie Ivanovna avec fougue. Peut-être. Pour moi, je remplis mon devoir, et c'est tout ce que je peux faire. Venez chez moi, reprit la comtesse Lydie Ivanovna après un silence. Nous avons à parler d'un sujet douloureux pour vous. J'aurais tout donné pour vous délivrer de certains souvenirs, mais les autres ne pensent pas comme moi. J'ai reçu une lettre d'elle. Elle est ici, à Pétersbourg. Alexis Alexandrovitch tressaillit au rappel de sa femme, mais aussitôt après s'installa sur son visage cette immobilité de cadavre qui révélait sa totale impuissance dans cette affaire. « Je m'y attendais, » dit-il. La comtesse Lydie Ivanovna lui jeta un regard admiratif, et des larmes d'émotion devant sa grandeur d'âme lui vinrent aux yeux. Chapitre 25. Lorsqu'Alexis Alexandrovitch entra dans le coquet boudoir de la comtesse Lydie Ivanovna, décoré de portraits et de porcelaine ancienne, la maîtresse de maison n'était pas encore là. Elle changeait de toilette. Un service à thé en chine et une bouilloire en argent étaient disposés sur un guéridon recouvert d'une nappe. Alexis Alexandrovitch jeta un regard distrait sur les innombrables portraits connus qui ornaient le boudoir et, s'asseyant à côté de la table, ouvrit un évangile qui s'y trouvait. Le bruit de la robe de soie de la comtesse détourna son attention. « Ah, maintenant nous allons être tranquilles, » dit la comtesse Lydie Ivanovna, en se glissant entre la table et le divan, avec un sourire ému. « Et nous allons causer un peu, en prenant notre thé. » Après quelques mots de préparation, la comtesse Lydie Ivanovna remit à Alexis Alexandrovitch, en respirant avec effort et en rougissant, la lettre qu'elle avait reçue. Après avoir lu la lettre, il se tut un long moment. « Je ne crois pas avoir le droit de lui refuser cela, » dit-il timidement, en levant les yeux. « Mon ami, vous ne voyez le mal nulle part. Au contraire, je le vois partout. Mais serait-ce juste de... » Son visage exprimait l'indécision et le désir d'un conseil, d'un soutien,
d'une direction dans une question où il ne comprenait rien. Non, l'interrompit la comtesse Lydie Ivanovna. Il y a une limite à tout. Je comprends l'immoralité, dit-elle, sans être tout à fait sincère, car elle n'avait jamais pu comprendre ce qui poussait les femmes à transgresser les lois de la morale. Mais je ne comprends pas la cruauté. Et envers qui? Envers vous. Comment peut-elle rester dans la ville où vous êtes? Ah, oui, on apprend à tout âge. Et moi, j'apprends à connaître votre élévation morale et sa bassesse. Qui lui jettera la première pierre? Dit Alexis Alexandrovitch, visiblement satisfait de son rôle. J'ai tout pardonné. Je ne puis la priver de ce qui est un besoin, de son amour pour son fils. Mais est-ce de l'amour, mon ami? Est-ce sincère? Admettons que vous ayez pardonné, que vous pardonniez encore. Avons-nous le droit d'agir sur l'âme de cet ange? Il la croit morte. Il prie pour elle et supplie Dieu de lui pardonner ses péchés. C'est mieux ainsi. Maintenant, que va-t-il penser? Je n'y avais pas songé, dit Alexis Alexandrovitch, manifestement consentant. La comtesse Lydie Ivanovna se couvrit le visage de ses mains et se tut. Elle priait. Si vous me demandez mon avis, dit-elle, après avoir prié et découvert son visage, je vous le déconseille. Croyez-vous que je ne vois pas que vous souffrez et que ceci a rouvert toutes vos blessures? Mais supposons que vous vous oubliez, comme toujours. Où cela vous mènera-t-il? À de nouvelles souffrances et, pour votre enfant, à de véritables tortures. S'il lui reste un peu d'humanité, elle ne doit pas le désirer. Non, sans hésiter, je vous le déconseille et, si vous m'y autorisez, je vais lui écrire. Alexis Alexandrovitch acquiesça et la comtesse Lydie Ivanovna écrivit la lettre suivante en français. Chère madame, votre souvenir peut provoquer, de la part de votre fils, des questions auxquelles on ne saurait répondre sans inciter l'enfant à critiquer ce qui doit rester sacré pour lui. Aussi, je vous prie de comprendre le refus de votre mari dans un esprit de charité chrétienne. Je prie le Très-Haut de vous être miséricordieux. Comtesse Lydie. Cette lettre atteignit le but secret que la comtesse Lydie Ivanovna se cachait à elle-même. Elle blessa Anna jusqu'au fond de l'âme. De son côté, Alexis Alexandrovitch, une fois revenu de chez Lydie Ivanovna, ne put ce jour-là s'adonner à ses occupations habituelles, ni retrouver cette paix intérieure, Dieu croyant, convaincu de son salut, qu'il avait connu précédemment. Le souvenir de sa femme, si coupable envers lui, et envers laquelle il avait agi comme un saint, au dire de la comtesse, n'aurait pas dû le troubler. Mais il n'était pas tranquille. Il ne pouvait comprendre les livres qu'il lisait, ne pouvait repousser les souvenirs torturants de ses rapports avec elle, des erreurs qu'il lui semblait maintenant avoir commises. Le souvenir de la façon dont il avait accueilli l'aveu de son infidélité en revenant des courses, en exigeant seulement d'elle le respect des convenances, sans provoquer Vronsky en duel, le tourmentait autant que le repentir. Il était également torturé à la pensée de la lettre qu'il lui avait écrite, du pardon qu'il avait accordé et dont personne n'avait besoin, des soins donnés à cet enfant qui n'était pas de lui. Tout cela lui brûlait le cœur de honte et de regret. Et il éprouvait exactement le même sentiment aujourd'hui, en récapitulant tout son passé avec elle, et en se rappelant les paroles maladroites qu'il avait eues pour lui demander sa main, après de longues hésitations.
Mais en quoi suis-je coupable ? Se disait-il. Cette question en appelait toujours une autre. Tous ces autres gens, ces Vronsky, ces Oblonsky, ces chambellans aux gros mollets, sentaient-ils, aimaient-ils, se mariaient-ils autrement ? Et il évoquait toute une série de ces gens forts, bien nourris et sûrs d'eux-mêmes qui, malgré lui, avaient toujours, partout, attiré son attention. Il repoussait ses pensées et s'efforçait de se convaincre qu'il ne vivait pas pour cette vie éphémère d'ici-bas, mais pour la vie éternelle, et que dans son âme habitaient l'amour et la paix. Mais certaines des erreurs, insignifiantes, pensait-il, qu'il avait commises dans cette vie éphémère et méprisable, le harcelaient autant que si le salut éternel auquel il croyait n'avait pas existé. Cette tentation ne se prolongeait pas longtemps, et bientôt revenait dans l'âme d'Alexis Alexandrovitch cette sérénité et cette élévation d'esprit, grâce auxquelles il pouvait oublier ce dont il ne voulait pas se souvenir. Chapitre 26. Eh bien, Kapitonitch, dit Seriotcha, revenant rouge et animé de sa promenade la veille de son anniversaire, tandis que le vieux Suisse le débarrassait de son manteau, en souriant au petit bonhomme du haut de sa taille. Le fonctionnaire au bandeau est-il venu ? Est-ce que papa l'a reçu ? Oui. Je l'ai annoncé quand le chef de cabinet est parti, dit le Suisse, en lui adressant un clin d'œil joyeux. Permettez que je vous débarrasse. Seriodja, appela le précepteur serbe, sur le pas de la porte qui menait aux appartements. Déshabillez-vous tout seul. Mais Seriodja, quoiqu'il eût entendu la faible voix de son gouverneur, n'y prêta pas attention. Il restait là, tenant le Suisse par son baudrier, et le regardait en face. Est-ce que papa a fait pour lui ce qu'il fallait ? Le Suisse fit un signe de tête affirmatif. Le fonctionnaire au bandeau, qui était déjà venu 7 fois demander quelque chose à Alexis Alexandrovitch, intéressait et Serge et le Suisse. Seriodja l'avait rencontré un jour dans le vestibule et l'avait entendu prier le Suisse d'une voix plaintive de l'annoncer, en disant qu'autrement il était condamné à mourir avec ses enfants. Depuis ce jour, Seriodja, qui l'avait rencontré encore une fois dans le vestibule, s'était intéressé à lui. « Il était très content ?» demanda-t-il. « Je pense bien. Il est parti d'ici presque en sautant. »« A-t-on apporté quelque chose ?» demanda Seriodja, après s'être tu un instant. « Oui, monsieur, » lui dit le Suisse à voix basse, en hochant la tête. « De la part de la comtesse. » Seriodja comprit tout de suite que c'était un cadeau de la comtesse Lydie Ivanovna pour son anniversaire. « Qu'est-ce que tu dis ? Où ? » Corneille l'a monté chez votre papa. Ça doit être un bel objet. Comment est-ce grand ? Comme ça ? Non. Plus petit. Mais c'est joli. Un livre ? Non, un objet. Allez, allez. Vasil Loukitch vous appelle, dit le Suisse, en entendant les pas du gouverneur. Il repoussa doucement la petite main à demi dégantée qui s'accrochait à son baudrier et fit un clin d'œil du côté du précepteur Vounitch. Tout de suite, Vasil Loukitch, répondit Seriodja, avec ce sourire gai et affectueux qui charmait toujours le sévère Vasil Loukitch.
Seryodja était trop heureux pour ne pas partager avec son ami le Suisse une joie familiale dont venait de lui faire part, pendant sa promenade au jardin d'été, la nièce de la comtesse Lydie. Cette joie lui paraissait d'autant plus importante qu'elle coïncidait avec celle du fonctionnaire, et celle que lui procurait le jouet qu'on lui avait apporté. Il lui semblait que ce jour-là, tout le monde devait être heureux et content. « Tu sais que papa a reçu l'ordre d'Alexandre Nevsky ?»« Bien sûr que je le sais. On est déjà venu le féliciter. »« Il est content ?»« On est toujours content d'une faveur du tsar. C'est qu'il l'a méritée, » dit le Suisse d'un ton grave et sentencieux. Seryodja se mit à réfléchir, tout en contemplant le visage du Suisse qu'il connaissait jusque dans ses moindres détails, surtout le menton, suspendu entre des favoris gris et que personne ne voyait, sauf Seryodja, puisqu'il ne regardait jamais son ami que d'en bas. « Est-ce qu'il y a longtemps que ta fille est venue te voir ?» La fille du Suisse faisait partie du corps de ballet. « Elle n'a pas le temps de venir en semaine. Elle aussi, elle étudie. » « Allez à votre leçon, monsieur. » Une fois dans sa chambre, Seryodja, au lieu de s'asseoir pour étudier, raconta à son précepteur qu'il supposait qu'on lui avait apporté une locomotive. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il. Mais Basil Lukitch ne pensait qu'à préparer la leçon de grammaire pour le professeur qui devait venir à 2 heures. « Non, dites-moi, Basil Lukitch, demanda-t-il soudain, déjà installé à sa table de travail, un livre entre les mains. Qu'y a-t-il au-dessus d'Alexandre Nevsky ? Vous savez que papa a reçu l'ordre d'Alexandre Nevsky. Vasil Lukitch répondit qu'il y avait Saint Vladimir. Et plus haut, Saint André. Et plus haut que Saint André ? Je ne sais pas. Comment, même vous ne savez pas cela ? Et Seryodja, accoudé sur la table, se plongea dans ses réflexions. Ces réflexions étaient des plus complexes et des plus diverses. Il imaginait que son père allait recevoir à la fois les ordres de Saint Vladimir et de Saint André, qu'il serait beaucoup plus indulgent aujourd'hui à la leçon, et que lui-même, lorsqu'il serait grand, recevrait toutes les décorations, même celles que l'on inventerait au-dessus de Saint André. Dès qu'on les inventerait, il les mériterait. On en inventerait de plus en plus hautes, et il les mériterait toutes aussitôt. Le temps passa à ses réflexions, et lorsque le professeur arriva, la leçon sur les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière n'était pas prête, et le professeur fut non seulement mécontent mais peiné. Le chagrin de son professeur toucha Seryodja. Il ne se sentait pas fautif, quelque effort qu'il fît. Il ne pouvait apprendre ses leçons quand son professeur les lui expliquait. Il lui semblait qu'il comprenait, mais dès qu'il se retrouvait seul, il ne pouvait décidément pas comprendre pourquoi un mot aussi court et aussi facile à comprendre que soudain était baptisé complément circonstanciel de manière. Mais il regrettait d'avoir fait de la peine à son professeur. Il choisit une minute où son professeur cherchait quelque chose dans son livre sans mot dire. « Michel Ivanitch, quel jour est votre fête ?» lui demanda-t-il brusquement. « Vous ferez mieux de penser à votre travail. Un jour de fête n'a aucune importance pour un être raisonnable. C'est un jour comme les autres, où il faut travailler. » Seryodja regarda avec attention son professeur, sa petite barbe clairsemée, ses lunettes qui avaient glissé sur son nez, et se perdit dans des réflexions si profondes que cette fois, il n'entendit plus rien de ce qu'on lui expliquait. Il comprenait que son professeur ne pensait pas ce qu'il disait. Il le sentait au ton dont cela avait été dit. Mais pourquoi sont-ils tous d'accord pour me dire de la même manière des choses aussi ennuyeuses et aussi inutiles ? Pourquoi me repoussent-ils ? Pourquoi ne m'aiment-ils pas ?
se demandait l'enfant, avec tristesse, sans pouvoir trouver de réponse. Chapitre 27. Après la leçon du professeur, vint celle du père. En l'attendant, Seryodja, assis devant sa table, jouait avec son canif et poursuivait ses réflexions. Une de ses occupations préférées consistait à chercher sa mère pendant sa promenade. Il ne croyait pas à la mort en général, ni surtout à celle de sa mère, malgré ce que Lydie Ivanovna lui avait dit et ce que son père lui avait confirmé. Aussi, après qu'on lui eut dit qu'elle était morte, continua-t-il à la chercher au cours de ses promenades. Toutes les femmes gracieuses, brunes, un peu fortes étaient sa mère. Lorsqu'il en apercevait une, un sentiment de tendresse si puissant envahissait son âme qu'il en perdit le souffle et que les larmes lui venaient aux yeux. Et il espérait toujours qu'une de ces femmes viendrait à lui et lèverait sa voilette. On verrait tout son visage. Elle sourirait, le prendrait dans ses bras. Il sentirait son parfum, la douceur de sa main et se mettrait à pleurer de bonheur, comme le soir où il était resté couché à ses pieds, où elle l'avait chatouillé, et où il avait ri aux larmes et mordu sa main blanche chargée de bagues. Ensuite, lorsqu'il apprit par sa bonne que sa mère n'était pas morte, et lorsque son père et Lydie Ivanovna lui expliquèrent qu'elle était morte pour lui, parce qu'elle était mauvaise, ce qu'il ne put jamais croire, parce qu'il l'aimait, il continua à la chercher et à l'attendre, comme si de rien n'était. Aujourd'hui, au jardin d'été, il avait vu une dame en voilette lilas, qu'il avait regardée approcher le long du sentier, le cœur défaillant, dans l'espoir que c'était elle. Mais cette dame n'était pas venue jusqu'à eux et avait disparu. Aujourd'hui, plus violemment que jamais, Seryodja se sentait débordé d'amour pour elle, et, tout en attendant son père, il tailladait le bord de la table avec son canif, regardant droit devant lui d'un air absent, les yeux brillants et pensant à sa mère. « Papa arrive », lui dit Basil Lukitch. Seryodja se leva brusquement, alla à la rencontre de son père et, après lui avoir baisé la main, le regarda avec attention, cherchant sur son visage quelques marques de sa joie d'avoir reçu l'ordre d'Alexandre Nevsky. « As-tu fait une bonne promenade ?» lui demanda Alexis Alexandrovitch, en s'asseyant dans son fauteuil et en ouvrant un volume de l'Ancien Testament. Quoiqu'il eût dit à plusieurs reprises à Seryodja que tout chrétien devait connaître parfaitement l'Écriture sainte, il consultait lui-même souvent l'Ancien Testament pour sa leçon. Le petit garçon l'avait remarqué. « Oui, je me suis beaucoup amusé, papa, » dit Seryodja, en s'asseyant à côté de lui sur sa chaise et en se balançant, ce qui lui était interdit. « J'ai vu Nadia. » Nadia était une nièce de Lydie Ivanovna qui se chargeait de son éducation. « Elle m'a dit qu'on vous avait donné une nouvelle décoration. Vous êtes content, papa ? » Premièrement, ne te balance pas, je te prie, dit Alexis Alexandrovitch. Et deuxièmement, c'est le travail qui nous est cher, non la récompense. Je désirerais que tu le comprennes. Si tu travaillais, t'instruisais pour recevoir une récompense, le travail te semblerait pénible. Mais lorsque tu travailles en aimant ce que tu fais, tu trouveras ta récompense dans le travail. Alexis Alexandrovitch se souvenait qu'il avait ce matin-là dû signer 118 papiers, et qu'il n'avait eu pour le soutenir dans cette ingrate besogne que le sentiment du devoir. Les yeux brillants de tendresse et de gaieté de Seryodja
s'assombrir devant le regard de son père. Alexis Alexandrovitch prenait toujours le même ton en s'adressant à lui, et l'enfant avait appris à s'y conformer. Son père lui parlait toujours, du moins, c'était son impression, comme s'il s'entretenait avec un petit garçon imaginaire, comme on en voit dans les livres, et avec lequel il n'avait rien de commun. Et, en présence de son père, Seryodja s'efforçait de ressembler à ce petit garçon. « J'espère que tu comprends, » lui dit son père. « Oui, papa, » répondit Seryodja, en jouant le rôle du petit garçon imaginaire. La leçon consistait à apprendre par cœur quelques versets de l'Évangile et à réciter les premiers chapitres de l'Ancien Testament. Seryodja savait bien sa leçon, mais tandis qu'il la récitait, il s'absorba dans la contemplation de l'os frontal de son père, qui formait un angle si aigu près de la tempe, qu'il s'embrouilla et mêla deux versets, dont l'un se terminait et l'autre commençait par le même mot. Pour Alexis Alexandrovitch, il était évident qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait, et cela l'agaça. Il fronça les sourcils et se lança dans une explication que Seryodja avait déjà entendue bien des fois, et qu'il ne pouvait jamais se rappeler parce qu'il n'y avait rien à comprendre. C'était dans le genre de « soudain » est un adverbe de manière. Seryodja regardait son père d'un air effrayé et ne pensait qu'à une chose. Son père allait-il lui faire répéter ce qu'il avait dit, ainsi qu'il le faisait parfois. Cette pensée l'épouvantait à tel point qu'il ne comprenait plus rien. Mais son père ne le fit pas répéter, et passa à la leçon sur l'Ancien Testament. Seryodja sut bien raconter les événements, mais lorsqu'il lui fallut expliquer ce que préfiguraient ces événements, il resta cohue, bien qu'il eût déjà été puni pour cette leçon. Lorsqu'on en vint au patriarche d'avant le déluge, il ne put plus rien dire. Il hésitait, tailladait sa table avec son canif, se balançait sur sa chaise. Il ne se rappelait plus qu'Enoch, enlevé vivant du ciel. Un moment avant, il se souvenait des noms des autres, mais maintenant, il les avait complètement oubliés. En grande partie parce qu'Enoch était, de tout l'Ancien Testament, son personnage préféré, et parce qu'à l'enlèvement d'Enoch, au ciel se rattachait dans son esprit une longue suite de pensées qui l'absorbaient tout entier, tandis qu'il gardait les yeux fixés sur la chaîne de la montre de son père et un boulon de son gilet à moitié sorti de sa boutonnière. Serge ne croyait pas tout à fait à la mort, dont on lui parlait tellement souvent. Il ne croyait pas que les gens qu'il aimait, ni que lui-même, puissent mourir. C'était pour lui totalement impossible et incompréhensible. Mais on lui avait dit que tout le monde mourrait. Il s'était renseigné auprès des personnes en qui il avait confiance, et elle avait appuyé ses dires. Sa bonne lui avait répondu, dans le même sens, quoiqu'à contre-cœur. Mais puisqu'Enoch n'était pas mort, c'était donc que tout le monde ne mourrait pas. Pourquoi donc chacun ne mériterait pas de monter vivant au ciel, songeait Seryodja. Les méchants, autrement dit ceux que Seryodja n'aimait pas, pouvaient mourir. Mais les bons pouvaient être comme Enoch. Eh bien, voyons, ces patriarches. Enoch, Enos, tu l'as déjà dit. C'est mal, Seryodja, très mal. Si tu ne fais pas un effort pour apprendre ce qui est nécessaire plus que tout pour un chrétien, lui dit son père en se levant. Qu'est-ce donc qui t'intéressera ? Je suis mécontent de toi, et Pierre Ignatievitch, c'était le pédagogue principal, est mécontent de toi aussi. Je suis forcé de te punir. Son père et son maître étaient tous deux mécontents de Seryodja, et, de fait, il travaillait très mal. Pourtant, on ne pouvait pas dire que ce fût un enfant mal doué. Au contraire, il était beaucoup
Il était beaucoup mieux doué que les petits garçons que son maître lui citait en exemple. Aux yeux de son père, il refusait d'apprendre ce qu'on lui enseignait. En réalité, il ne pouvait pas étudier. Il ne pouvait pas, parce que son âme abritait des exigences beaucoup plus impérieuses que celles que lui présentaient son père et son précepteur. Ces exigences diverses s'opposaient les unes avec les autres. Aussi était-il en lutte ouverte avec ses éducateurs. Il avait 9 ans. C'était un enfant, mais il connaissait son âme. Elle lui était chère. Il la préservait, comme la paupière préserve l'œil, de ceux qui voulaient y pénétrer sans la clé de l'amour. Ses éducateurs se plaignaient qu'il refusât d'étudier, alors que son âme était avide de connaissances. S'il s'instruisait, c'était avec Kapitonitch, avec sa bonne, avec Nadia, avec Basil Lukic, non avec ses professeurs. Cette eau que son père et son maître attendaient sur leurs roues. Il y avait longtemps qu'elle s'était infiltrée dans un autre sol pour y faire son ouvrage. Pour punir Seriodja, son père lui défendit d'aller voir Nadia, la nièce de Lydie Ivanovna. Mais cette punition tourna à son profit. Basil Lukic, de bonne humeur ce jour-là, lui montra comment faire des moulins à vent. Il passa toute la soirée à en construire un et à rêver au moyen de s'aider à un pareil moulin pour tournoyer dans les airs. Fallait-il s'y attacher ou simplement s'agripper aux ailes? Il ne pensa pas à sa mère de toute la soirée, mais, une fois couché, il se souvint d'elle brusquement et pria à sa façon pour que sa mère cessât de se cacher et vint le voir le lendemain pour sa fête. Vasil Lukic, savez-vous ce que j'ai demandé en plus? De mieux travailler? Non. Des jouets? Non. Vous ne devinerez pas. C'est merveilleux, mais c'est un secret. Je vous le dirai si cela arrive. Vous ne le devinez pas? Non. Vous me le direz, fit Basil Lukic en souriant, ce qui arrivait rarement. Couchez-vous. J'éteins la bougie. Sans lumière, je vois bien mieux ce que j'ai demandé dans ma prière. Tiens, j'ai failli vous dire mon secret, dit Seriodja, en se mettant à rire gaiement. Lorsqu'on eut emporté la bougie, Seriodja sentit la présence de sa mère. Elle était debout près de lui et le couvait d'un regard aimant. Mais les moulins, le canif, vinrent s'en mêler. Tout s'embrouilla, et il s'assoupit.